Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à nouveau sur le webinaire des live sessions. Alors, on va parler cybersécurité. Donc, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poster vos questions via le hashtag live session au pluriel Niort. Donc, envoyez-nous vos questions. On sera ravis de les poser à nos invités. Donc, ravi d'accueillir Julie Vallée d'Iremos. Bienvenue, Julie. Merci, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Daniel d'Orange Cyberdéfense. Bienvenue, Frédéric. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Donc, alors, on va parler gestion de crise et gestion de crise cyber. On vient de traverser une crise sanitaire, un confinement. Tout ça a prouvé le besoin de transformer nos organisations de gestion des risques et notamment en matière de gestion des crises cyber. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous faire peur? La crise dans la crise, ça y est, c'est maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous raconter? Alors justement, la crise dans la crise, vous en parlez, c'est le point important sur le sujet du jour. C'est que aujourd'hui, on traverse une crise sanitaire qui est majeure, donc suspendue et qui suspend toujours les activités dans le monde. Pourtant, les attaques cyber ne sont pas suspendues, bien au contraire. Et elles ont frappé, elles continuent de frapper, de cibler des entreprises de taille, alors des établissements hospitaliers, des collectivités aussi. Et si on ne prend que l'actualité de cet été, on va trouver des groupes comme MMA, comme MOM qui produit Montblanc, des PME comme Cadieux Industries, il y a la ville de Marseille, MSC, SPI, le groupe Rabo. Donc pour citer les sociétés qui communiquent sur le sujet. Par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'on parle de crise dans la crise et pourquoi la crise cyber devient de plus en plus importante? C'est que la crise sanitaire, donc du Covid-19, elle a entraîné la mise en place du télétravail, généralement en urgence dans les sociétés. Donc, le problème, c'est que du coup, l'IT a dû s'adapter très rapidement à des usages et parfois pas toujours avec la rigueur qui aurait été nécessaire pour assurer leur sécurité. Donc, on peut dire que le confinement et le télétravail ont affaibli les contrôles et ils ont aussi isolé les salariés chez eux, les rendant donc plus vulnérables aux cyberattaques. Si on regarde sur une étude qui a été réalisée par AT&T, la généralisation du télétravail est considérée comme une source de failles par les RSSI au cours de la crise du Covid-19. Alors, pourquoi ça? En fait, les attaquants sont là pour identifier des opportunités. Ce sont des groupes organisés. Si on prend un peu des statistiques, le site gouvernemental cybermalveillance, sur lequel vous pouvez signaler tout ce que vous avez subi comme attaque, même des tentatives, a vu les signalements justement de cyberattaques augmenter de 400% dès la première semaine du confinement. Nos experts, sur toute la période, ont constaté une augmentation de 600% de l'activité de phishing. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, le phishing, c'est le fait de vous envoyer un mail avec un contenu qui est compromis et qui permettra de prendre, si vous cliquez sur le lien, soit le contrôle de votre machine, soit d'y implanter un malware. Donc, dans le monde entier, on a eu une augmentation de 600% de cette activité. En fait, les cybercriminels exploitent la peur et l'incertitude qui sont causées par la situation économique et sociale, donc qui est instable et qui est liée à la pandémie du Covid-19. On a des pirates qui parviennent sans grande difficulté à se faire passer pour des institutions étatiques ou d'autres autorités sanitaires. Et on a même des mails qui promettent de révéler les fonds du complot derrière le Covid. C'est pour dire jusqu'où ils sont prêts à aller. Donc là, on est dans un contexte de crise dans la crise. Et là, on va regarder comment on gère ça. On va voir que les approches sont similaires, mais nécessitent des expertises spécifiques et puis une préparation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin? Alors donc, comme on a tous pu le constater, la crise Covid est une crise majeure, inédite, exogène, qui a évidemment impacté le monde entier, l'ensemble du tissu économique et tous les échelons d'entreprise. Donc l'homme, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, mais également l'entreprise, avec un ralentissement ou un arrêt total de l'activité. Donc comme vous pouvez le voir sur cette frise, il s'agit d'une crise asynétique lente qui a forcé l'entreprise, comme le disait Frédéric, à se réinventer,
à revoir son organisation du travail à distance, dans la précipitation et malheureusement très souvent avec une pointe d'improvisation. Alors, dans cette période compliquée, on a certaines entreprises qui, en plus de cette crise du Covid, ont dû faire face à une nouvelle crise, la crise cyber, une cyberattaque, une crise à cinétique beaucoup plus rapide. Alors, elles se sont retrouvées avec 2 crises en simultané, 2 crises qui ne sont pas cumulatives mais exponentielles, qui vont avoir des impacts différents, qui vont nécessiter une organisation ou une gestion de crise différente, qui va mobiliser de nouvelles ressources, pas uniquement les ressources qu'on avait mobilisées sur la crise Covid, la crise sanitaire, mais peut-être de nouvelles ressources sur la crise cyber ou des ressources communes. Et l'entreprise donc qui a dû initialement pour la crise Covid revoir son organisation de travail, son mode de fonctionnement en télétravail, va peut-être maintenant devoir faire face à une crise supplémentaire qui va paralyser l'ensemble des outils de travail distants qui ont été mis en place. Alors peut-être que c'est justement une opportunité de menace, d'attaque, pardon, qui a été créée lors de la crise Covid avec l'utilisation d'outils distants non sécurisés. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez le voir, hein, quelle que soit la crise, qu'on soit sur une crise sanitaire ou une crise cyber, on va retrouver les mêmes étapes. Donc, les 5 étapes de la crise avec l'alerte, qui alerte qui et comment, l'évaluation, pouvoir identifier si on vit une crise ou si on vit un incident, la mobilisation, donc encore une fois, savoir qu'est-ce qu'on met autour de la table pour gérer cette crise, la gestion de crise et la sortie de crise. C'est pourquoi il est indispensable de pouvoir en amont avoir une organisation de crise solide qui va permettre de gérer des crises simultanées et à distance, être capable de mobiliser toutes les ressources nécessaires, qu'on soit en train de vivre une crise courte ou une crise longue dans le temps, et avoir des outils qui vont permettre de gérer à distance, mais aussi en dehors des réseaux habituels. Alors maintenant, moi, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous, aujourd'hui, donc avec cette crise derrière vous, ou alors encore, d'ailleurs elle n'est pas encore terminée, hein, mais avec ce qu'on a pu vivre de cette crise Covid, est-ce que vous pensez que vous auriez été en mesure, vous auriez été capable de gérer une crise cyber en plus de cette crise Covid? Est-ce que vous auriez été en mesure de résister dans la durée et de faire intervenir les expertises nécessaires? Ou bien de travailler sur des réseaux, des systèmes en dehors du réseau, travailler en mode dégradé? Alors, c'est un ensemble de questions qu'il faut se poser maintenant, en temps plus calme, ce qu'on appelle en temps de paix, pour justement ne pas subir une ou plusieurs crises, mais réussir à les maîtriser. C'est-à-dire réussir à être en posture d'anticipation et pas en posture de réaction. Donc, comment est-ce qu'on s'y prépare? En ayant une approche qui va permettre de prendre en compte tous les aspects de la crise, de répondre à tout type d'événements, qu'on fasse face à une crise cyber, à une crise sanitaire, à une crise sociale, une crise réputationnelle, peu importe. Mais l'objectif, quelle que soit la crise que vous vivez, est d'avoir rapidement une bonne compréhension de l'événement, d'avoir les compétences adaptées, mobilisées, et de formaliser un plan d'action. Donc tout ça, ça se fait avec une méthodologie qui va vous permettre d'identifier rapidement les faits, de cartographier l'ensemble des parties prenantes, que ce soit des parties prenantes internes ou des parties prenantes externes, et on peut le voir sur cette crise du Covid, tout comme sur certaines crises cyber, que les 2 parties prenantes internes et externes peuvent être impactées. Anticiper un maximum les impacts de l'événement, donc on verra par la suite qu'il y a différents impacts à travailler, et donc ces 3 premières étapes pour pouvoir déployer un plan d'action qui répond vraiment à la ou les crises auxquelles vous faites face. Alors, cette crise du Covid-19, comme on le disait tout à l'heure, a impacté tous les échelons de l'entreprise, toutes les directions. C'est pourquoi il est vraiment indispensable d'avoir une approche globale, d'où l'importance, encore une fois, d'identifier au maximum en amont les parties prenantes internes et externes impliquées. Mais au-delà de cette vision globale, il est indispensable justement d'avoir une introspection par métier pour réussir à s'orienter vers une approche un petit peu plus verticale. Alors, par rapport à ce que j'ai pu vous dire sur la méthodologie et sur l'approche globale, la spécificité sur la partie cyber, c'est qu'on peut prévoir en amont un certain nombre d'éléments spécifiques qui vont vous permettre de réagir et de contenir.
Si on prend comme outil, par exemple, le plan de défense. Le plan de défense, ça va être un outil qui va vous permettre d'identifier quels sont vos points de faiblesse dans la société, de éventuellement mettre en place en amont des mesures qui vous permettront le jour J par exemple, bloquer une partie de votre réseau pour éviter que la propagation ne se fasse plus loin, ou de savoir aussi comment vous pouvez arrêter votre SI, combien de temps, et où se trouvent les informations importantes. Et là, derrière, vous avez des fiches réflexes à destination aussi bien des utilisateurs, des métiers, que des administrateurs du système d'information, qui vont être quelque part un guide des premières actions à entreprendre lorsque la crise cyber arrive et lorsque vous êtes attaqué ou que vous subissez un malware. Derrière, on a faut savoir que toutes les crises cyber ne sont pas identiques, elles ne se ressemblent pas. Donc, à partir des éléments, vous créez un modèle de plan d'action où vous allez pouvoir ajuster tout ce que vous avez pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Ça, c'est le point important, la rapidité, parce que là, on est vraiment sur une crise rapide. Et puis, savoir où sont les experts, comment vous pouvez redémarrer, quels sont les éléments dont vous avez besoin. Et comme dans toute gestion de crise, on a de la qualification et de l'alerte, mais là, vous rajouterez des éléments qui sont propres à la cyber, qui vont donc demander de mettre en place des systèmes d'alerte pour réagir rapidement à des événements inhabituels. Et puis deux autres éléments qui sont le plan de communication. On ne communique pas sur un incident cyber comme on communique sur une problématique sanitaire. Il faut prendre un peu une similitude avec un incident de production. Mais c'est important d'avoir ce plan de communication prêt pour pouvoir rapidement maîtriser votre communication, maîtriser les informations qui sortent et pour éviter que on ait soit de la désinformation, soit une incompréhension sur ce qui se passe dans votre structure. Et donc pour le dernier élément, en amont, on peut regarder pour mettre en place des premiers niveaux de sécurité en se basant sur des normes, en se basant sur des bonnes pratiques, comme par exemple le guide d'hygiène de l'ANSSI qui va vous donner déjà à peu près une centaine de mesures qui vous permettront déjà de réduire votre risque cyber et de réduire les possibilités de vous attaquer. La grande difficulté en fait, le problème dans l'impact Covid sur le pilotage de la crise cyber, c'est que beaucoup d'éléments qu'on a préparés en amont, alors pas spécifiquement la crise cyber, mais de manière générale sur la continuité d'activité de l'entreprise, donc l'ensemble des mesures qui vous permettent de continuer de reprendre vos activités en cas de sinistre majeur, donc sinistre IT, environnemental, sanitaire dans ce cas de figure, ces plans de continuité n'ont pas été forcément réfléchis par rapport à l'impact cyber. Donc on aura, si on prend l'exemple de la partie informatique, on prévoit souvent des mesures qui permettent de redémarrer sur un environnement de secours à partir des sauvegardes, sauf que, et on en parlera tout à l'heure dans les retours d'expérience, souvent les sauvegardes elles-mêmes elles sont chiffrées ou elles sont compromises. Donc les mesures techniques n'ont pas été pensées pour prendre en compte le risque cyber. Et enfin, l'autre aspect, c'est que les personnels sont déjà à distance de la société et vos experts informatiques et voire sécurité eux-mêmes sont à distance. Donc, il faut pouvoir gérer cet aspect-là. La combinaison de ces deux types de crises nécessite de pouvoir et de savoir mobiliser des expertises variées rapidement en respectant les contraintes sanitaires fortes. Et la crise cyber ajoute forcément un facteur de stress important à des équipes IT qui sont déjà éprouvées. Alors effectivement, donc la crise Covid a obligé les cellules de crise à gérer cet événement dans une nouvelle configuration, à distance, mais aussi dans la durée. Donc comme le disait Frédéric, ça a révélé donc l'inadéquation des outils et des méthodologies qui étaient plus basés sur le présentiel et donc maintenant une nouvelle adaptation. Et d'un point de vue humain, c'est traduit par du coup l'épuisement des équipes qui ont dû, elles, gérer dans la durée cette crise, qui n'avaient pas anticipé peut-être justement des suppléants sur certaines fonctions, qui se sont retrouvés à gérer une seconde crise dans la première, et du coup une gestion du stress et des tensions parfois très intenses. À côté de ça, donc la communication et la coordination, qui a toujours été travaillée en amont dans un mode de présentiel, s'est retrouvée également impactée. Des échanges avec via des nouveaux canaux,
qui ont induit justement de nouveaux risques en termes d'échange d'informations. Et on sait que l'échange d'informations en crise est crucial et fondamental pour justement pouvoir prendre les mesures et des décisions qui vont se baser sur les informations qu'on reçoit. Donc si ces informations sont erronées ou sont mal communiquées, ça peut induire de nouveaux risques dans cette gestion de crise. À côté de ça, on a donc l'impact image qui peut être très fort et malheureusement un des impacts que l'entreprise va le plus redouter, parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Donc l'entreprise va être jugée sur la gestion de l'ensemble des crises gérées, mais il suffit qu'une des deux crises soit mal gérée pour que l'ensemble de l'entreprise en pâtisse. Donc c'est pourquoi il est vraiment indispensable d'avoir une vision à 360 des impacts tout au long de la gestion de l'événement. Et au-delà de l'impact sur le pilotage, il va falloir travailler sur l'impact potentiel sur l'entreprise au sens large, donc ses hommes, son activité et son écosystème. Donc on peut le voir, travailler sur l'impact humain, sur l'impact juridique, d'image et de réputation, et l'impact opérationnel. Alors, donc le Covid-19 a été la plus grande source de pression technologique qu'ait connue l'entreprise. Elle a dû précipiter le déploiement à grande échelle du télétravail, l'utilisation de nouveaux outils, tout en vivant une crise majeure. C'est pourquoi il est indispensable d'anticiper au maximum afin d'être prêt en cas de survenance d'événements. Crise est synonyme d'incertitude, d'instabilité, et c'est pourquoi il faut que l'entreprise puisse s'appuyer sur une organisation qui soit claire, résiliente et agile pour justement éviter l'improvisation, éviter la perte de temps et permettre ainsi de rassurer les équipes qui pourront s'appuyer sur une méthode et des outils qui sont déjà connus. Ne pas travailler trop sur des outils improvisés. Donc c'est pourquoi on va maintenant parler de numérisation de la gestion de crise avec des nouveaux outils et des nouvelles méthodes. Donc d'un point de vue outils, il est indispensable aujourd'hui, on ne peut plus parler de cellules de crise en présentiel, mais il faut travailler sur des cellules de crise virtuelles, avec des mains courantes partagées. Alors, main courante qui va être indispensable d'un point de vue juridique, légal, de faire la chronologie des événements. Ça peut également être pour le retour d'expérience, mais tout à fait pour la gestion de crise en elle-même. De partager un plan d'action entre tous les membres de la cellule de crise, que chacun sache qu'est-ce qui est attendu de sa fonction pendant cette gestion d'événements. De pouvoir s'appuyer sur une base documentaire qui va être partagée. Alors dans cette base documentaire, on va retrouver les documents, ce qu'on appelle les documents froids de la crise, donc tout ce qui est procédure, fiches réflexes, fiches fonctions qui vont être préparées en amont, annuaire de crise, indispensable pour la gestion de crise, mais également les documents chauds qui vont être des documents qui vont être gérés, créés, générés pendant cette gestion de crise. Bien évidemment, pouvoir s'appuyer sur une méthodologie de gestion de crise qui sera partagée, et au-delà de cette cellule virtuelle, des outils de travail qui vont être sécurisés et éprouvés, tels que la visioconférence, le VPN, des outils qui sont indépendants du SI. À côté de ça, à côté des outils, il est indispensable d'avoir une méthodologie. Donc avoir une organisation de crise qui va permettre justement de gérer un événement à distance, que tout soit préparé pour le gérer en mode virtuel, anticiper le partage d'informations à distance, s'appuyer sur des procédures simples, j'insiste sur simples, parce que la crise est déjà suffisamment compliquée comme ça, sensibiliser, former et entraîner les équipes, que ce soit à la gestion de crise, mais aussi maintenant, attention, à la gestion de crise distante et aux nouveaux outils, aux nouvelles technologies que l'entreprise va mettre en place, mettre en œuvre dans l'entreprise pour justement gérer, répondre à ces nouvelles contraintes. Et bien évidemment, formaliser un retour d'expérience. Une fois qu'on a tout ça, quels sont les bénéfices du coup d'une bonne gestion de crise? Alors, on prend 4 aspects qui sont communication, mobilisation, coordination, résolution, qui sont donc des éléments de la gestion de crise qu'on a pu voir précédemment. L'important, en ayant des outils efficaces, en ayant une gestion de crise qu'on a pu tester, qu'on a pu penser en amont, c'est que pour la mobilisation, ça nous permettra immédiatement, rapidement, d'avoir les moyens, les dispositifs et les expertises sous la main. Donc ça facilitera du coup la coordination. Donc
On a besoin d'avoir une réponse coordonnée entre l'IT, les métiers, la direction. Donc, en ayant les bons experts, on saura du coup rapidement ce qu'il faut faire et surtout, la direction pourra prendre les bonnes décisions. Et on ira donc plus facilement vers la création d'un contexte qu'on appelle un contexte favorable, qui nous permettra de rapidement mettre en place le plan de résolution. Donc, qui nous permettra de réduire l'impact de la crise et de sortir de la crise. Et en parallèle de ça, je pense que vous l'avez déjà bien compris, on a toute la partie communication. Donc, informer, communiquer au bon moment et au bon niveau. C'est-à-dire savoir quand il faut rassurer les utilisateurs métiers. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment aborder les choses. Alors, un point important, c'est qu'il ne faut pas mentir en termes de communication. Un jour, on se fait rattraper par ces mensonges et qu'il faut savoir tourner par contre les éléments de langage pour que on montre aussi que c'est une crise que l'on contrôle et que l'on maîtrise. Donc, la gestion de crise, c'est d'abord une aide à la prise de décision. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça va permettre à la direction de prendre les bonnes décisions. Ça va permettre aussi au niveau de l'IT de donner les bons éléments de décision. C'est une organisation spécifique. Donc, on a bien vu 2 types de crises. Il y a des éléments communs, mais il y a aussi des expertises. Il y a des règles de communication. Qui communique vers qui. C'est pas au-delà de juste des éléments de langage. Il faut savoir qui fait quoi. Et des documents support. Donc, ce qui va nous permettre d'aller vers ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Donc, déjà, savoir reconnaître qu'on est dans une situation de crise. Covid, on va dire que ça n'a pas été compliqué de savoir qu'on y est, mais il y a des éléments dans les crises cyber qui sont noyés au milieu de tous les événements IT qu'on a pu avoir dans le cas de la crise Covid. Donc, il faut savoir les reconnaître. C'est connaître les personnes à alerter, j'en parlais tout à l'heure, les bonnes expertises. Connaître son rôle dans le processus de gestion de crise. Je fais quoi? Pourquoi je suis là? Maîtriser les outils à utiliser, et je pense que là aussi, Julie a bien insisté dessus, les nouveaux outils, il faut savoir comment on s'en sert. C'est pas le jour J où il faudra savoir où se trouvent les informations et comment j'active la caméra pour la visio. Et donc avoir été formé et entraîné. Alors, donc justement, le retour d'expérience Covid et cyber. Alors, nous, ce qu'on a pu voir de notre angle de cabinet de conseil en gestion de crise, on a vu que de nombreuses entreprises ont vraiment improvisé cette gestion de crise distante. Que ce soit en termes de justement mode de communication, mode de coordination, des outils et des méthodologies qui n'étaient basées que sur le présentiel. Alors nous, ça fait des années qu'on travaille et qu'on essaye de préparer nos clients justement au mode dégradé. On n'avait peut-être pas justement envisagé une crise telle que celle-ci, mais un simple incendie dans un bâtiment qui nécessite justement de sortir du réseau, de sortir du bâtiment, de ne plus avoir les outils et les documents à portée de main. Donc, on s'est retrouvé face à des entreprises qui n'avaient pas de collaborateurs avec des ordinateurs professionnels, pas d'outils de visio performants, de visioconférence, des VPN qui n'étaient peut-être pas suffisamment calibrés pour gérer autant de connexions au même moment. On a également vu qu'il y avait une grande prise de conscience que la crise, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, c'est très français. Voilà, très souvent, on nous disait non, je me sens pas concerné. La crise, on n'en a pas vécu. On n'est pas forcément un secteur qui peut être impacté. Et ben finalement, si, même quand on s'y attend pas. Ça a été pour de nombreuses entreprises une première expérience d'une crise qui dure. Ça a montré à quel point il était nécessaire de s'appuyer sur plusieurs ressources, ne pas avoir qu'une seule équipe, mais de pouvoir faire des roulements. Il y a des personnes qui n'étaient peut-être pas en mesure de gérer cette crise. Je pense qu'on a tous vu, vécu ou entendu parler de proches qui avaient des difficultés ou bien de réseau, ou bien de garde d'enfants ou autres, qui ne permettaient pas de gérer ce travail ou cette crise de manière performante. Une crise très très éprouvante. Une crise basée sur l'humain. Donc, étant donné qu'on est sur une crise sanitaire, automatiquement, l'humain devait être au cœur du dispositif. Avec de nombreuses défaillances internes, on a pu voir certaines entreprises
où des collaborateurs ont par exemple appris qu'ils étaient en chômage partiel qu'au travers de leur fiche de paye, ou des nouvelles règles de travail ou autres qui n'ont pas été déployées. Et également une grosse mise en avant des interdépendances. Donc de nombreuses entreprises se sont vues à l'arrêt, non pas parce que eux n'étaient pas prêts, mais tout simplement parce que d'autres, des fournisseurs ou d'autres acteurs majeurs de leur entreprise étaient à l'arrêt, donc ont imposé un arrêt au niveau de leur entreprise. Donc c'est pourquoi il est très très important dès maintenant de pouvoir justement réaliser un retour d'expérience à votre niveau pour justement pouvoir recréer de l'adhésion après cette épreuve qui a été compliquée, initier une démarche positive d'amélioration continue avec justement mettre en avant ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qui n'a potentiellement pas fonctionné. Et renforcer la résilience face à l'évolution des différents risques, donc des risques sanitaires, des risques cyber, et ce qui permettra justement de rendre l'organisation plus solide sur ses appuis, mais également d'améliorer le capital confiance de vos collaborateurs et de vos partenaires. Alors pour rebondir sur les aspects évoqués par Julie, nous les premiers constats qu'on a fait, c'est que les entreprises sont souvent débordées par la première crise et ne sont pas prêtes à la surveillance de la crise cyber. Alors certains se posent la question, pourquoi est-ce qu'elles sont pas plus prêtes que ça à la crise cyber? C'est souvent que la vision des PME, des petites structures, c'est de se dire, je passerai entre les gouttes. Je suis trop petit pour que quelqu'un veuille me cibler, il n'y a pas d'intérêt. Ou j'ai pas d'informations confidentielles, j'ai rien qui puisse être monnayé, revendu. Sauf qu'on est passé d'une petite bruine à, on va dire, une énorme averse maintenant. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure le représentent très bien. C'est, on va dire, c'est un torrent d'attaques qui sont dirigées vers n'importe quel type de structure. C'est l'opportunité, c'est le principe utilisé par les attaquants. Et donc, quand je vous parlais des structures, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, la direction ne prend pas en compte cet aspect par rapport aux éléments que je viens de vous dire. Mais c'est une erreur. Et en fait, nous sommes passés d'un mode où on accompagnait souvent en amont sur l'organisation, la mise en place de l'organisation de crise, sur l'entraînement avec des exercices de crise, à de plus en plus un accompagnement dans la crise avec le DSI, les équipes de réponse sur incident, les équipes de l'ETI et la direction pour accompagner, mettre en place les plans d'action dans l'urgence, trouver des solutions, investiguer, et puis permettre des redémarrages plus ou moins longs des entreprises. Et ce qui après, lorsqu'on en fait le retour d'expérience, nous montre bien l'impréparation de beaucoup de structures de taille moyenne qui n'étaient pas jusque-là, qui ne se sentaient pas concernées. Donc ça nécessite quand même des révisions donc des plans de continuité, des plans de reprise. Pour l'anecdote, une société avec laquelle j'ai travaillé en fait a été sauvée entre guillemets parce qu'elle avait quelque part un ancien système Linux qui permettait de sauvegarder en parallèle du reste son environnement. Donc il y a des choses des fois comme ça qui sont historiques et qui permettent de sauver la mise, mais c'est des choses qu'il faut aussi anticiper, prévoir, mettre en œuvre. Derrière, quand on fait face à cette crise cyber, il y a beaucoup d'incompréhension. Comment c'est arrivé, d'où c'est venu, comment ça se fait. Et l'humain, c'est aussi important. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la crise Covid, mais le fait que beaucoup d'actions sont dues à des personnes qui reçoivent le mail de phishing, cliquent sur le lien, ne font pas attention. Elles sont loin de tout, elles n'ont pas moyen de discuter avec quelqu'un pour savoir tiens t'en penses quoi, c'est bizarre ça. Et du coup elles reprennent des mauvais réflexes, on va dire, par rapport à la sécurité. Donc il est important, en sortie de cette crise, de mettre en place des mesures de sensibilisation, de s'assurer du lien et que l'information passe bien avec les métiers. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, alors bon, c'est des choses qu'on a évoquées lors des différents slides que vous avez pu voir. Évidemment, ce qu'il faut faire dès à présent, si c'est pas déjà fait chez vous,
c'est organiser un retour d'expérience. Alors un retour d'expérience en interne. Alors nous, on a derrière le mot retour d'expérience, très souvent les entreprises voient une réunion avec les membres de la cellule de crise pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Là aujourd'hui, il faut aller un petit peu plus loin. On a fait face à une crise de très grande ampleur, une crise qui a duré dans le temps, avec énormément d'informations et énormément de changements à opérer. Donc, il est bien aujourd'hui d'intégrer l'ensemble des collaborateurs dans cette démarche d'amélioration continue et de leur montrer que l'entreprise travaille, donc en identifiant justement les chantiers prioritaires, en mettant en place un plan d'action sur lequel on pourra d'ailleurs communiquer, capitaliser sur cette crise, et donc on le redira, on le dit encore une fois, mais on ne dira jamais assez, mettre en place et mettre à jour son organisation de crise et son plan de continuité d'activité, c'est indispensable. Virtualiser sa cellule de crise avec les nouveaux outils, mettre en place des indicateurs et suivre la progression du plan d'action, parce que c'est bien de mettre en place un retour d'expérience. On définit des actions, mais très souvent on est rattrapé par le quotidien et on va laisser ce plan d'action de côté. Et donc il faut réussir à mettre en place des indicateurs, peut-être à communiquer auprès des collaborateurs pour justement recréer de l'adhésion et leur montrer que vous avez pris en compte l'ensemble des difficultés et que vous y travaillez. Renforcer les actions justement de formation et de sensibilisation. Encore une fois, si vous avez détecté justement des tensions, si vous avez détecté des erreurs de communication, des problèmes dans votre organisation de crise, il n'y a pas mieux que former et entraîner pour acquérir justement les bons réflexes et que ça devienne beaucoup plus facile le jour J quand une crise survient. Communiquer, c'est le mot d'ordre, surtout quand on est sur une crise ainsi, une crise telle que celle du Covid-19 qui impacte tout le monde. Et donc, personne ne le souhaite, mais préparer justement à un éventuel reconfinement ou à d'éventuelles nouvelles difficultés. Là, on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias, mais c'est pas quelque chose qu'on doit laisser de côté. On doit absolument travailler sur ce sujet tant que c'est encore chaud. Alors, très rapidement, il nous reste quelques minutes. 3 points majeurs qu'il faut retenir. Il est indispensable de travailler dès maintenant sur les évolutions à mettre en place. Il faut devenir plus efficace avec des méthodes, des processus et des outils adaptés. Et ne pas oublier que la crise ne s'improvise pas. Il faut s'entraîner encore et encore. Alors, très souvent, les entreprises qui faisaient des exercices de crise s'entraînaient sur une crise. Maintenant, peut-être justement envisager le multi-crise, le multicellule distant. Voilà. Donc, complexifier un petit peu la situation, mais se préparer à faire face à des situations telles qu'on a pu le vivre ces derniers mois.